Et on est en direct. Je prends mon micro. Salut à tous. Vous allez bien? Alors, bienvenue dans notre salle de conférence virtuelle du Grand Changement. Donc, bienvenue sur la chaîne de Marion, LGC3 TV. Alors, ce soir, on se retrouve pour parler de véganisme. Mais tout d'abord, je voulais passer un gros coucou à Gwénoline, Julien et Stéphane qui sont ensemble en ce moment et qui sont en train d'organiser tout un tas de rencontres. Donc voilà, apparemment, ça va être assez énorme. Ils ont prévu tout un terrain pour faire les rencontres. Donc voilà, si vous êtes par là-bas, je fais coucou à tous ceux qui sont par là-bas et qui vont se rencontrer. C'est comme si on était avec vous. Alors, le sujet de ce soir. Aujourd'hui, je voulais vous parler de véganisme. Pourquoi je voulais vous parler de ce sujet? Parce que c'est un sujet qui fait partie de ma vie depuis longtemps, depuis plusieurs années, presque 6 ans. Donc, comment je suis, je vais vous parler un peu de mon témoignage, ça va faire une bonne introduction. Alors, depuis que je suis ado, je me passionne pour l'alimentation. J'ai rapidement fait le lien en fait entre état émotionnel, état physique et alimentation. Donc, je me suis vite intéressée à ce domaine-là et ça m'a suivi pendant des années. Et donc, petit à petit, je me suis beaucoup documentée, j'ai lu énormément. J'ai commencé un cursus de naturopathie, j'ai fait des études d'herborisme. J'étais vraiment, vraiment intéressée par l'alimentation, donc par la santé au naturel, en fait, finalement. Et ça m'a amenée à donc la naturopathie. Excusez-moi. La naturopathie, il faut savoir que souvent les naturopathes parlent d'aliments complets, d'aliments biologiques et de baisser sa consommation de viande. Donc à partir de là, je m'y suis intéressée de plus en plus, jusqu'à devenir végétarienne. Et, euh, et voilà, et petit à petit, quand on devient végétarien et qu'on s'interroge sur tout ce qu'il y a autour, donc on fait beaucoup de recherches sur Internet, ça va vite, on s'intéresse, on peut venir à s'intéresser au véganisme. Donc voilà, ça a été mon cas. Et donc à cette époque-là, mon mari n'était pas encore ni végétarien ni quoi que ce soit. Et puis, suite à une discussion entre amis, il est venu à s'interroger sur la question. Et du jour au lendemain, il m'a dit, bon, bah ok, allez, à partir de maintenant, je suis végane. Alors moi, du coup, j'ai sauté dedans, j'ai sauté le pas aussi, puisque c'était ce vers quoi j'aspirais. On mangeait d'ailleurs déjà vegan à la maison, donc c'était assez simple. Et voilà. Donc, en fait, moi, j'y suis arrivée par la santé. Lui, il est arrivé par l'écologie. Mais en arrivant, je suis arrivée au végétarisme par la santé. Mais au bout d'un moment, quand vous voyez que vous n'avez pas besoin de viande pour vivre, en fait, vous commencez à vraiment vous interroger sur la nécessité de la viande. Euh, Si on n'en a pas besoin, en fait, finalement, pourquoi est-ce qu'on en mange? Donc, partant de ce constat, j'ai réfléchi dessus, je me suis dit, ah ok, d'accord, donc on en mange en fait par habitude et ensuite par plaisir gustatif. C'est vrai que c'est un peu dur de lâcher un plaisir. Enfin, c'est logique en même temps, on est des êtres de plaisir. Puis la viande, c'est quelque chose qui a un goût très fort, les produits laitiers aussi. Donc, ce sont des aliments qu'on a beaucoup de mal à laisser tomber parce que finalement, c'est très stimulant, c'est riche en goût et en saveur. Donc, on n'a pas envie forcément de franchir le pas et de l'abandonner comme ça. Donc, là, je vais citer c'était une réflexion de Frédéric Lenoir qui disait la vie est faite de plaisir, mais dans la vie, il y a bon, il faut choisir entre ces plaisirs parce qu'il y en a qui ne s'accordent pas avec notre âme. Donc voilà, donc en fait, la viande, ça ne s'accordait pas avec mon âme et je ne me sentais plus d'en manger. Donc voilà, je mangeais encore du poisson juste avant de devenir végétarienne. Et puis petit à petit, je me disais, ouais, ouais, non, non, je sais pas, c'est. En fait, on se sensibilise soi-même à ce qu'il y a derrière. Donc au départ, on le fait pour la santé, puis on s'interroge et on se dit, ah ouais, mais derrière, quand même, voilà, il ne s'agit pas que de santé, il s'agit aussi d'animaux, de créatures vivantes, d'êtres vivants. Donc ouais, en fait, on touche à quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on croyait. Donc voilà. Donc bon, alors la vie est faite de plaisir, mais on peut choisir et faire un choix libre
une fois qu'on a, qu'on s'est en fait informé pour savoir, pour pouvoir se libérer de ces choses-là, de se libérer de comment dire? Tant qu'on n'a pas la connaissance, en fait, tant qu'on ne sait pas qu'on n'a pas besoin de viande pour vivre, bah, en fait, la question ne se pose pas, on ne fait pas ce choix. Puis une fois qu'on nous le propose, bah, c'est compliqué parce que, en fait, tout le monde le fait autour de nous, donc fatalement, on se dit que si tout le monde le fait, c'est quand même qu'il y a quelque chose. Alors que finalement, c'est surtout une question d'habitude, des habitudes qu'on a pris depuis des millénaires. La dernière fois, dans ma dernière conférence, je vous parlais des besoins physiologiques de l'homme. Je disais, si jamais on était une espèce non sortie de son milieu naturel, qu'est-ce qu'on mangerait? Donc on mangerait, selon moi en tout cas, principalement comme les gorilles ou comme les grands primates, les grands singes. On mangerait des fruits en grosse quantité, des feuilles vertes en grosse quantité, et on serait frugivore en fait finalement. Bon, mais frugivore, ça ne veut pas dire qu'on ne mange pas de produits animaux. Les singes, ça leur arrive de manger des produits animaux, mais ça veut dire que la base de la diète est purement végétale. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah, si c'est purement végétal, ça veut dire qu'on est capable de trouver tout ce dont on a besoin dans la nature. Et effectivement, quand on s'intéresse vraiment au sujet, on va chercher quels sont exactement les besoins du corps, quels sont les besoins au niveau physiologique, en vitamines, minéraux, oligo-éléments, en protéines, tout ça. On se rend compte, quand on fait des comparatifs avec les aliments végétaux, on se rend compte qu'en fait, on trouve absolument tout ce dont on a besoin dans le règne végétal. Alors là, bah, du coup, ouais, effectivement, on peut, creuser plus loin et aller essayer de voir ce qu'il y a derrière, finalement. Parce que quand on parle de végan, en général, un végan, c'est quelqu'un de militant. Le mot végan, c'est pas un mot anodin. Alors pour moi, c'est un mot qui est synonyme de paix et d'amour, évidemment, mais c'est un mot qui souvent veut dire: «Ouais, on a fait ce choix par éthique», et c'est un choix qui est très fort. Même si on y est venu par la santé, hein, même si on y est venu par l'écologie, bah, c'est quand même un choix qui est pour la protection des animaux. Hem, dans faut se dire que je vais vous parler peut-être du côté écologique. Dites-vous que, on est combien? Plus de 7 milliards sur cette planète, et l'être humain mange, quasi quotidiennement, des produits animaux, surtout dans nos contrées, occidentales. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la quantité astronomique qu'il faut d'animaux pour nous nourrir nous. Donc c'est assez, monumental. En fait, si vous voulez, en 6 semaines, de temps, on tue à peu près 7 milliards d'animaux. Donc en fait, c'est comme si on rasait l'espèce humaine toutes les 6 semaines. Pouf, pouf. Voilà, c'est juste énorme. Donc dites-vous bien que, cette quantité qui est extrêmement, faramineuse, voilà, on ne peut pas la laisser gambader, elle répond aux besoins, actuels, culturels. On mange de plus en plus de viande par rapport à avant de toute façon, et on est de plus en plus. Donc fatalement, les parcs, les bestiaux, on est obligé de les entasser dans des parcs, qui sont, immenses, et on est obligé pour la rentabilité d'alléger, tout ce qui est, santé, bien-être de l'animal, et cetera. Donc ça fait, des parcs, immenses qu'on va déforester des endroits dans le monde pour, installer ces parcs-là. On va, voilà, en général, il y a beaucoup de ces parcs qui sont construits, au en Amérique du Sud. Donc on détruit la forêt amazonienne pour pouvoir mettre, des parcs à bestiaux. Ou à cet endroit-là, il y a aussi, heu, on rase aussi des morceaux de forêt pour mettre des champs de maïs et de soja qui vont aller, eux, nourrir les animaux que nous, on va manger. Alors qu'en fait, logiquement, ce serait vachement plus logique d'enlever l'étape intermédiaire et de manger directement, le soja ou le maïs. Et surtout qu'en général, on fait ça, avec exploitation des pays pauvres qui eux-mêmes n'ont pas de quoi se nourrir. Donc on leur fait cultiver des choses, des aliments qui pourraient venir les nourrir et restaurer, l'équilibre, et enlever la faim dans le monde. Donc on leur fait cultiver ça pour, les bêtes que nous, on va manger. Donc eux, en fait, ils gagnent, rien là-dedans, et puis c'est assez la misère, quoi. Au niveau humanitaire,
c'est clair que la consommation de viande, c'est un peu terrible. Pareil pour la consommation d'eau. Je me rappelle plus des chiffres, mais c'est hallucinant ce qu'on peut gaspiller comme eau pour entretenir des animaux de bétail. Alors que toute cette eau, on en aurait bien besoin pour déjà pour la boire, pour tous ceux qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et puis si on pouvait en investir dans les céréales, les légumineuses et tout, on en utiliserait vraiment beaucoup, beaucoup moins. Et alors, je vous parle même pas de permaculture, parce que là, on n'aurait même plus besoin d'utiliser d'eau, ou tellement peu que voilà, en tout cas, ça reprendrait tout son sens. Donc voilà, donc ils sont entassés pour des questions de rentabilité. Le problème, c'est que pour des questions de rentabilité, on arrive aussi à énormément de dérives. Donc, par exemple, je vais vous citer juste quelques exemples. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est pour ceux qui viennent dans la conférence et qui n'ont peut-être pas ces notions-là. Pardon. Donc, par exemple, les poulets. Les poulets, ils sont souvent modifiés génétiquement pour qu'ils puissent grossir plus vite. Et d'ailleurs, plus vite que leurs pattes ne peuvent le supporter. Donc voilà, leur bec est coupé à vif pour pas qu'ils se blessent, parce qu'ils sont tellement proches les uns des autres que fatalement ils se blessent. Donc on veut pas de ça, donc on leur coupe le bec. Voilà, en général, ils grossissent tellement vite que les organes qui sont à l'intérieur de leur corps ne grossissent pas aussi vite que leur gras. Donc vous avez des cœurs atrophiés, vous avez des animaux en fait qui sont complètement malades et complètement voilà, c'est terrible. Vous avez les poules pondeuses. Les poules pondeuses, elles sont vous avez forcément entendu des trucs sur les poules pondeuses. Elles sont enfermées dans des enclos ou des cages qui sont vraiment rikiki. On les soumet à des lumières artificielles. C'est pour augmenter leur ponte, parce que la lumière fait pondre. Et en plus, alors c'est un certain type de poule qui va être pondeuse, et ces poules qui sont particulièrement pondeuses, elles ne sont pas rentables au niveau de la viande. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À la naissance, au sortir de l'œuf, on trie les femelles qui vont pondre et les mâles qui ne vont pas pondre. Et les mâles, qui sont faits, on s'en débarrasse, on les tue. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve sur Internet avec des vidéos sur PETA où vous voyez tous ces petits poussins qui sont passés au broyeur vivant. Et quand c'est pas le cas, ils sont gazés ou écrasés au rouleau compresseur. Enfin, des trucs que on est obligé de faire tout simplement parce que on croule là-dessous. C'est une industrie qui est tellement monstrueuse, qui est tellement énorme qu'on en est là, quoi. On en arrive là. Et c'est ça qui est horrible. Et c'est pour ça que je préfère la boycotter. Parce qu'en boycottant, ça coupe court à ce système. Ça lui enlève tout son intérêt, et ça peut faire... Nos choix peuvent faire écrouler des systèmes. C'est pour ça que nos choix sont extrêmement importants. Alors, vous avez, pour les autres animaux, vous avez par exemple les veaux qui sont enfermés dans des box où ils ne peuvent pas bouger. Et c'est le but, pour pas trop les muscler. Comme ça fait de la viande qui est beaucoup plus tendre. Et on leur donne aussi à manger des aliments. C'est des espèces de bouillies qu'on leur donne. Des aliments qui sont dévitalisés. Comme ça, ils sont anémiés. Et ça permet à la viande d'être plus blanche, parce que le consommateur l'aime bien blanche. Mais vraiment, on va loin. Hein. C'est carrément, il y a de la technique derrière la maltraitance, quoi. C'est assez hallucinant. Alors, les vaches laitières, elles sont traites en quasi-continuité pour tirer le maximum de production. Donc, la production, non, une vache laitière on ne traite pas une vache laitière pour la soulager du lait qu'elle a en trop. Je ne sais pas si vous avez été maman et que vous avez allaité votre enfant, vous savez que parce que là, on enlève l'enfant, on enlève le veau, en général, on le consomme, le veau, on le tue, et on entretient la lactation de la vache pour qu'elle puisse continuer à faire du lait sans son veau. Donc, on va mettre des tire-laits artificiels pour tirer tout ce lait. Et en fait, plus on va en tirer, plus elle en aura. Donc, les vaches se retrouvent avec des pilles monstrueusement chargées en lait. Et donc, ce sont des choses qui sont très douloureuses. Et puis, voilà, on doit leur enlever leur lait régulièrement pour faire de la place, etc. Donc, ces vaches-là, en général, les vaches laitières, une vache, c'est censé vivre environ 25 ans, 25-30 ans. Mais celles-là, elles meurent d'épuisement. En tout cas, elles ne sont plus rentables au bout de 4-5 ans, parce qu'elles sont trop épuisées. Et là, on les envoie à l'abattoir.
Et en général, ça fait de la viande de basse qualité, celle qu'on retrouve dans j'allais dire les nuggets, dans les steaks de McDo, et cetera. Alors bon, bah, ça, c'est que des aperçus de ce qu'on fait subir aux animaux, voilà, pour cette société de consommation. Mais je pourrais vous en citer tellement. Les animaux, ils sont utilisés dans tellement, tellement de domaines. Dans la cosmétique, dans la gélatine, dans les additifs alimentaires, dans les stylos, dans la colle des billets de banque. Il y en a partout. Dites-vous bien que c'est une industrie qui est monumentale, monumentale. Donc en fait, c'est quand on devient végane qu'on se rend compte à quel point c'est monumental. Parce que vous allez dans les rayons et vous essayez, vous lisez ce qu'il y a au dos des paquets en vous disant, ouais, alors moi j'élimine le lait, les œufs, bon, la viande, mais du coup, vous vous retrouvez avec très, très peu de produits que vous pouvez consommer parce que c'est une industrie énorme et ça, je trouve ça d'autant plus convaincant et d'autant plus flippant. Même dans les produits où vous ne savez pas pourquoi il y aurait du lait ou des œufs, bah, il y en a quand même, il y a des protéines tirées du lait, des machins et tout ça, ça fait partie de cette grosse industrie donc en général, on les évite aussi. Donc voilà, mais alors ça, là, on parle de maltraitance. On parle de cas extrêmes et encore si vous saviez, mais j'ai envie de dire, même si les animaux étaient bien traités, est-ce que ça justifierait notre choix? Parce que, en fait, pour moi, non, ça justifierait pas. Moi, personnellement, je ne pourrais pas manger d'un animal, même si cet animal, il avait été massé avant sa mort ou qu'on lui avait fait écouter de la musique douce ou qu'il était, dans un pré. Maintenant, je pourrais plus. Je pourrais pas consommer cet animal. Je trouve que malheureusement, on est, dans cette société, on est super, super coupé de ce qui se passe derrière nos achats. En fait, quand on va au magasin, on achète la viande sous forme de barquettes ou de packs surgelés. C'est déjà sous forme de steak, voilà, c'est épicé, c'est ce que vous voulez. En fait, on achète un morceau de viande comme on achèterait un morceau de pâte, enfin un paquet de pâtes. Donc c'est pas du tout la même vision de l'animal que si vous voyez l'animal vivant, que vous le voyez lutter pour sa vie. Comme j'ai grandi en Afrique, je peux vous en parler, quand on égorge un animal, ben, il se débat. Les animaux, ils ont pas tellement envie qu'on leur tranche la gorge. Et voilà. Donc, si jamais on mesure plus la souffrance qu'il y a, on mesure plus la souffrance investie. Je sais plus qui est-ce qui disait que si les abattoirs avaient des portes vitrées, des baies vitrées à la place de murs, bah, on se rendrait plus compte et à notre époque, on serait, ça pèserait dans la balance, quoi. De toute façon, c'est fait exprès. Les publicitaires font en sorte que la souffrance animale ne pèse pas dans nos choix. Si vous voyez à la télé les pubs pour les produits laitiers, c'est voilà, le laitier qui ouvre la porte de sa laiterie et qui arrive dans un magnifique champ, une magnifique prairie avec plein de vaches et de veaux très heureux en train de gambader. Sur les affiches, c'est pareil. Quand vous allez au rayon yaourt, à Leclerc, vous avez une banderole qui fait la taille du rayon, qui est très grosse, qui est bien large, où vous voyez de l'herbe et une vache de temps en temps. Voilà, style. Voilà quoi. Donc voilà. Et puis on met aussi dans d'autres pubs en avant une sorte de carnivorisme de l'homme, comme si l'homme il avait cette pulsion virile et bien stylée de manger de la viande. Donc du coup, on étouffe complètement la petite voix qui nous inviterait à y repenser. Donc, mais c'est bien fait, hein, c'est fait pour. Donc à la limite, tant qu'il n'y a pas vraiment réfléchi, bah, voilà, c'est normal d'être dedans et puis voilà, de le faire. Toute la tolérance qu'on a face à cette souffrance, elle s'est construite autour de toute notre éducation, de tout ce nous a enseigné comme étant acceptable depuis notre naissance. Et justement, j'ai envie de faire des parallèles avec d'autres époques et d'autres systèmes de maltraitance qu'on a complètement abolis aujourd'hui. Par exemple, à une certaine époque bien éloignée, on mettait les gens dans des arènes pour qu'ils se fassent bouffer par des lions. Ça nous semble un petit peu hallucinant à notre époque, où on mettait des gens sur les bûchers. Ou alors, il y a 150 ans, ben, on pouvait disposer de la vie d'un autre humain s'il était noir. On pouvait l'enchaîner, on pouvait le priver de nourriture, on pouvait le battre, on pouvait lui couper le sexe ou les mains pour le punir. On pouvait le tuer, le mettre à mort. On avait
total droit sur les personnes qui étaient de couleur noire. Et à cette époque-là, il y avait très peu de gens qui se risquaient à contredire cet usage parce que c'était la norme. C'était la norme pourquoi? Parce que c'était ancré comme étant normal et moralement acceptable depuis l'enfance. Donc on voyait ça se produire et on ne le remettait pas en question parce que c'était comme ça. Donc ceux qui le remettaient en question, ils se faisaient lyncher, hein, comme les véganes aujourd'hui. On se fait un peu lyncher, quoique les Américains ont fait pas mal de boulot là-dessus. Donc ils ont fait une image super stylée du vegan. Vous avez énormément de sportifs véganes, d'acteurs, d'actrices qui sont véganes. Donc ça devient un petit peu plus stylé et ça commence à venir en France. S'il faut en passer par là, franchement, je suis à 200% pour. Donc voilà. Donc ça commence à refaire remuer les esprits. Donc maintenant, vegan, ça passe un peu mieux. Mais alors, si vous parlez de frugivorisme ou de crudivorisme, alors là c'est eux qui se font les plus lynchés actuellement. Mais bon, c'est un autre débat. Donc voilà, donc ça nous semble complètement fou qu'à une certaine époque, on ait pu faire toutes ces choses-là. Pareil pour les femmes qui n'avaient pas, qui étaient surexploitées, qui n'avaient pas le droit de vote ou toutes ces choses-là. Voilà. Heureusement, on est content de vivre quand même à notre époque, même si tout n'est pas parfait. Et je pense sincèrement que de la même façon, sans doute dans quelques dizaines d'années, quelques vingtaines d'années, soyons optimistes, restons optimistes, et peut-être que dans quelques années, on s'étonnera qu'on ait pu manger un jour des animaux. C'est tout à fait probable, c'est tout à fait possible. Léonard de Vinci le disait. Il disait, j'ai une citation, attendez. Il disait « J'ai très tôt renoncé à la viande et un jour viendra où les hommes proscriront le meurtre des animaux comme ils proscrivent aujourd'hui le meurtre de leurs semblables. » Léonard de Vinci, c'est parmi les grands penseurs de nos siècles passés. Il était végétarien. Pareil pour Einstein, pareil pour Darwin, pareil pour, que je ne me trompe pas, Pythagore, non, je ne sais plus. Bon, par là. Et donc voilà, des grands philosophes qui avaient beaucoup réfléchi à ce choix-là. Gandhi aussi était végétarien. Donc eux, ils se posaient déjà la question alors qu'il n'y avait pas le problème de la maltraitance animale comme on l'a maintenant. Maintenant, c'est clair qu'il faut faire quelque chose. À leur époque, ils arrivaient, ils avaient réussi à se poser toutes ces questions-là alors même qu'ils n'avaient pas tous les problèmes de notre époque. Donc je trouve que leurs paroles sont vraiment belles. Donc voilà, donc si on veut se dégager donc des habitudes sociales qu'on a instaurées depuis des générations, pour faire des choix qui soient plus libres et qui ont plus de sens pour nous, faut essayer de regarder les choses qu'on a fait ou qu'on fait avec une nouvelle objectivité, autrement, il faut le regarder autrement. En fait, il y a deux choses, deux faits qu'on a oublié de prendre en compte dans la consommation de viande. Donc le premier, c'est la non-nécessité, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a même l'agence, une des plus grandes agences de diététique mondiale, l'agence américaine de diététique, qui dit noir sur blanc que l'être humain n'a pas besoin, qu'un régime végétalien, que ce soit pour l'enfant, pour l'adulte, à tous les moments de la vie et jusqu'à la mort, est parfaitement équilibré pour la santé. Et vous avez en France, vous avez une autre association, c'est l'APSARES, donc qui est le même genre d'association, mais en moins grande, parce que nous, Français, nous sommes un pays plus petit. Et voilà, donc il y a beaucoup de médecins dedans, d'infirmières, de diététiciens, de nutritionnistes, qui sont tous militants pour la protection des animaux. Donc si vous cherchez quelqu'un, d'ailleurs, vous pouvez vous référer à eux, c'est l'APSARES. Vous les cherchez sur Google et voilà, vous pouvez prendre des rendez-vous. Donc la non-nécessité. Ouais, le deuxième fait qu'on a oublié de prendre en compte, c'est la souffrance qui est impliquée. Parce que chaque animal qui est vivant ressent de la souffrance. Ça a l'air bête comme ça, je sais que je vous apprends rien, mais finalement, on oublie, on l'oublie quelque part derrière. Chaque animal a un système nerveux et c'est grâce à ça que les espèces ont pu éviter la douleur et lutter pour survivre jusqu'à aujourd'hui. Et comme nous, pourquoi on en est là, c'est parce que grâce à cette douleur, on a pu se développer, lutter pour se battre et faire évoluer notre espèce jusqu'à aujourd'hui. Et la plupart des animaux, ce qu'on ne sait pas forcément, puisque c'est très, très... on fait en sorte qu'on ne puisse pas le savoir,
ils ont développé, comme nous, ce qu'implique la souffrance. Donc, des émotions, de l'amour, de la peur et des choix. Ils sont capables de faire des choix. Les animaux ont vraiment... chaque être animal est une personne. Alors, si vous voulez utiliser le mot personne juste pour les êtres humains, ok, mais si on regarde le mot personne en tant que ce qu'il représente, chaque animal a son caractère, a son mode de fonctionnement, chaque animal est unique. Et donc, chaque animal, quelque part, est une personne. Il y a un livre qui s'appelle d'ailleurs L'animal est une personne. Je ne l'ai pas là, j'ai laissé tous mes livres dans ma bibliothèque. Bravo Marion, c'est pas grave. Donc voilà, donc comme chaque être vivant est le véritable possesseur de son corps, de ses gestes, de sa propre vie, je pense que chacun devrait avoir le droit de disposer d'une longueur de vie qui est conforme à sa longévité naturelle et chaque animal, nous sommes aussi des animaux, chaque animal devrait pouvoir choisir de faire de sa vie ce que bon lui semble et d'évoluer à travers sa vie, d'avoir sa propre évolution. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi vraiment ça me fait vibrer. Donc nous, en tant qu'êtres humains, on a une morale sociale, on a développé une morale sociale qui implique que notre liberté, elle s'arrête là où commence celle des autres. Donc c'est une question de survie, mais aussi de bien-être social. Et je pense qu'on pourrait, à juste titre, inclure les autres peuples animaux non humains à cette morale, parce qu'ils partagent la même intensité de souffrance physique, et par conséquent, ils ont la même recherche du plaisir et la même envie de profiter de leur vie, même si cette envie, elle est pour eux souvent instinctive plutôt que consciente. Et en tout cas, chacun lutte pour la défendre lorsqu'on leur laisse la possibilité, parce que évidemment, on leur laisse pas souvent la possibilité. Bah tiens, je vais vous citer Gandhi justement. Je cherche Gandhi, il est où Gandhi? Ta, 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 ta. Et Gandhi. Alors, Gandhi disait « Je crois que l'évolution spirituelle exige, à un certain stade, que l'on cesse de tuer nos frères les animaux pour la satisfaction de nos désirs corporels. » Voilà. Donc, en fait, notre société elle nous a modelés de façon à ce qu'on éprouve que peu de pitié vis-à-vis de la mort d'un autre animal. Et il y a beaucoup de philosophes, parmi ceux que j'ai cités tout à l'heure, donc vous avez Darwin, Léonard de Vinci, Einstein, etc. Donc, beaucoup de philosophes qui pensent que cette insensibilité, en quelque sorte, cette paralysie d'une partie de nos émotions, bah, ils pensent qu'elle est néfaste à l'évolution morale de l'humanité. Parce que ça implique qu'il y a une notion de supériorité et d'infériorité entre les êtres vivants et qu'on peut disposer comme bon nous semble de ceux qu'on a jugés comme étant inférieurs à nous-mêmes. Et ça, bah, c'est... Alors, vous pouvez le réfuter comme vous voulez. Mais en tout cas, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus et qui démontrent que dès qu'on estime... Alors, le mot inférieur semble peut-être un petit peu fort, mais dès que, par exemple, il y avait une étude, c'était passé sur YouTube, donc c'était passé à la télé en Amérique, donc sur une grande chaîne, aux informations. Ils avaient été dans une classe à l'école et ils avaient projeté une vidéo, c'était une étude comportementale. Ils avaient projeté une vidéo dans une classe, donc de grands, hein, d'adolescents, où on voyait un SDF qui se faisait super maltraiter par d'autres jeunes. Et il se faisait, mais vraiment, il se faisait taper, il se faisait envoyer des pierres, il se faisait insulter, mis à terre, c'était vraiment détestable. Et on a pu voir que dès qu'il y avait quelques écoliers qui trouvaient ça cool et qui se mettaient à rigoler, et ben toute la classe entière se mettait à trouver ça cool et à rigoler et à rire comme des baleines devant le truc. Donc en fait, c'est un petit peu ce qui se passe à une échelle beaucoup plus grande, c'est-à-dire que il y a une sorte de mode qui fait que si des gens trouvent ça cool, et ben, il faut que tout le monde rentre dans ce moule-là. Donc développons une mode de la compassion envers les autres animaux et envers les autres êtres humains. Et là, je pense que ça pourrait marcher et que ce serait vraiment bénéfique. Donc voilà. Donc même si le mot supériorité et infériorité sont un peu forts, je pense que ça se joue au niveau inconscient.
Ça me rappelle un truc. Il y a un truc qui me vient à l'esprit qui est gore. Je suis désolée. Ça me rappelle, des images que j'ai vues sur internet une fois. C'était sur un site de, c'était un truc que j'avais chopé sur Facebook évidemment, un site, chinois non japonais. Ouais, c'était une sorte de forme de sadomasochisme, érotique japonais, où on voyait des filles, avec des talons aiguilles, donc habillées, de façon très légère et donc le but du truc, c'était qu'elles avaient un petit chaton et qu'avec leurs talons aiguilles, elles écrabouillaient le petit chaton et plus il y avait de détails gore sur les photos, plus ça marchait. Donc c'était, ah putain, mais les gens vont loin quand même, hein. Sérieux. Donc voilà. Donc là, ça nous semble terrible en plus parce qu'en plus, c'est des petits chatons, les petits chatons super mignons et eux, ça les oh là là, non. Bon, on va arrêter de parler de ça. En tout cas, c'est intéressant parce que ça nous semble choquant. Je suis sûre que vous êtes tous choqués, tous aussi choqués que moi. Ça nous semble choquant parce que les chats, on les aime bien. Les chats, ce sont nos animaux de compagnie. On a choisi de ne pas les manger depuis des milliers d'années, mais de toute façon, en général, on mange pas trop les animaux qui sont carnivores, comme nous, entre guillemets. Donc, eux, on les mange pas. Donc, on a développé une grande empathie envers eux et ça nous invite à les protéger et à avoir cet élan d'affection. D'ailleurs, en Chine, on mange du chien. Vous avez des fast-food dans la rue. Vous passez devant, vous avez des chiens en cage. Vous arrivez, vous sélectionnez votre chien. Ils vous l'égorgent devant vous et ils vous font un steak avec. Voilà, ça c'est dit. Et voilà, et pourquoi ça nous choque? Bah, ça nous choque parce qu'on a appris à aimer les chiens. Donc, c'est quand même marrant de se dire que là, ça nous choque, mais alors comment ça se fait qu'on n'est pas autant choqué quand il s'agit d'une vache ou d'un cochon? Pourtant, c'est mignon un cochon. Surtout qu'un cochon, ça a la même intelligence qu'un chien. Il y a quelques rares pays où le cochon est un animal domestique, et où il a la même place qu'aurait un chien. Par exemple, il dort avec la famille ou des choses comme ça. Donc voilà, pourquoi bah, conditionnement depuis notre enfance, paralysie de nos émotions. Et c'est assez terrible parce que d'ailleurs, depuis notre enfance, vous voyez, d'un côté, on dit aux enfants ah, il faut que vous aimiez les animaux, c'est bien d'aimer les animaux. Vous avez plein de films où les animaux, eh ben, ils sont représentés de façon hyper attachante et où ils parlent, ils ont des émotions, il y a tout un truc. On aime bien que les enfants aiment bien les animaux. Mais de l'autre côté, on leur dit qu'il faut les manger. Je me rappelle quand j'étais petite, je devais avoir 4 ans, 4-5 ans, donc je vivais en Afrique. Et, euh, et je m'étais super attachée à un poulet, à un petit poussin que j'avais vu grandir. Et un jour, il avait fallu lui trancher la tête. Parce que voilà, le cuisinier voulait qu'on le tue pour le manger. Alors là, je suis partie pleurer dans un coin. Et puis après, ma mère m'a expliqué que non, que c'était tout à fait normal, qu'il fallait pas s'en faire, etc. Que voilà, enfin, elle m'a dit suffisamment de trucs pour que je m'en remette. Et finalement, je trouve que c'est un peu dommage parce que on pousse quand même nos enfants à devenir un petit peu schizophrènes. Donc voilà. Donc en tout cas, pour en revenir à ce qu'on disait, ce qui est triste, c'est qu'on franchit vite le pas. On juge facilement de «l'infériorité» entre guillemets de ceux qui font pas partie de la bulle d'empathie qu'on a créée. Donc de ceux qui sont en fait trop différents de nous, surtout si, ils ont pas la possibilité de se rebeller. Donc on va généralement, banaliser et légitimer super facilement nos actes. Et dans ces cas-là, on se permet beaucoup de dérives, que ce soit de la soumission jusqu'aux guerres et au génocide. Et je pense vraiment que cette vision des créatures en tant que créatures inférieures, créatures supérieures, ça crée toute une façon de penser qui peut mener l'homme jusqu'aux guerres et au génocide. Genre, je pense mieux que les autres, donc implicitement, même si on ne le dit pas, je suis supérieur aux autres, donc les autres n'ont pas le droit de penser comme ça, et voilà, bah, je te tue parce que tu ne penses pas comme moi. Et je ne suis pas la seule à le penser, puisque Léon Tolstoï disait tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura aussi des champs de bataille. Donc voilà. Donc, voilà, je pense que la capacité à reconnaître
la souffrance là où elle se trouve et à la refuser envers ceux sur qui on a une totale domination, je pense vraiment que ce serait, l'extériorisation d'une bonté véritable, une bonté qui est gratuite, qui est dénuée d'intérêt et franchement, il y a peu de gens, même parmi ceux qui sont généreux, qui sont bons ou qui sont altruistes avec leurs semblables, il y a peu de gens qui font le lien avec ces autres espèces. C'est pas encore quelque chose d'acquis, dans notre société, ça vient, mais c'est pas forcément systématique. Ça veut dire en même temps, c'est positif parce que ça veut dire que c'est pas parce que vous mangez des animaux que vous êtes quelqu'un de mauvais, mais simplement, on n'a pas encore fait ce pas-là d'inclure les autres espèces dans, notre cheminement d'évolution, morale et de bonté. Et malheureusement, c'est envers ces espèces, qui sont sensibles, qu'on impère le plus de dérives. Donc voilà, on se donne, facilement le droit de les malmener, de les faire souffrir ou d'interrompre leur vie, leur évolution personnelle. Au niveau karmique, ça doit être intéressant et voilà et de les manger, un peu à notre guise. Pour nous, ça a pas de conséquences si vous voulez parce que on peut c'est très dur de développer une culpabilité parce que de un, les animaux, ils ont pas la possibilité de se plaindre. De 2, même s'ils se débattent, on le voit pas puisqu'on les tue pas nous-mêmes. Donc forcément, voilà, on va en manger. C'est sans doute pour ça qu'on en mange beaucoup plus qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans parce que, voilà, on a plus ce contact-là étroit avec les animaux. Je vais vous citer encore une citation, clic, 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 de Charles Darwin. Alors, l'humanité envers les animaux inférieurs est l'une des plus nobles vertus dont l'homme est doté. Il s'agit du dernier stade de développement des sentiments moraux. C'est seulement lorsque nous nous préoccupons de la totalité des êtres vivants, des êtres sentants, que notre moralité atteint son plus haut niveau. Ça avait de la profondeur quand même, hein, franchement, c'est cool. Donc voilà. Donc je pense que ne pas manger des animaux, ça ne doit pas forcément être un but en soi. On n'a pas à se forcer. Je pense vraiment qu'on ne devrait pas se forcer et que ça devrait plutôt être la conséquence logique d'un changement à l'intérieur de soi, en fait, d'une compréhension de l'autre espèce qui est beaucoup plus profonde et d'une empathie qu'on va développer, grâce à cette compréhension de l'autre et donc ça doit venir vraiment cette, notre consommation de viande devrait venir d'un niveau d'amour plus élevé qu'on a instauré à l'intérieur de notre cœur. Donc voilà, il faut prendre, je pense vraiment sincèrement que si on prend intimement conscience de notre interaction individuelle avec l'ensemble du reste de la planète et des autres êtres vivants et que si on choisit l'amour, on permet à toute l'humanité d'aller vers une paix qui est beaucoup plus élevée. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a les informations, qu'on s'est vraiment informé sur le sujet et qu'on s'est interrogé, c'est pas quelque chose je vais pas vous convaincre aujourd'hui, c'est pas mon but parce que, j'en ai fait des tonnes, des débats au début quand on devient, végane, on fait des tas de débats, on a envie de convaincre les autres, on a envie d'embarquer tout le monde là-dedans parce que ça nous brûle de c'est terrible pour nous de voir des animaux se faire zigouiller puis manger, de croiser des gens qui mangent d'autres animaux parce que ça nous renvoie tellement de choses. Donc on a envie de convaincre ces gens-là, mais on peut pas convaincre les gens. On peut pas convaincre les gens. Surtout, essayez même pas, j'ai envie de dire, parce que quand vous rentrez dans un débat, il y a tellement de choses qui sont en jeu, il y a tellement déjà il y a la fierté d'une part et d'autre qui sont, mises en jeu et puis si vous faites quelque chose, d'éthique, c'est ce que je disais la dernière fois d'ailleurs, vous faites quelque chose avec une notion éthique, la personne qui est en face, forcément, elle va se dire: «Ah OK, donc toi tu fais bien, donc moi forcément je fais mal». Donc déjà on part sur une base où il y a déjà un écart entre les 2 et où c'est terrible. On renvoie quelque chose de terrible aux autres, donc faut pas rentrer dans la guerre envers l'autre. De toute façon, ça marche pas, ni le débat, ni la guerre, ni l'opposition ne marcheront. La seule chose qui peut marcher, c'est vraiment d'accepter l'autre comme il est, au moment où il en est et honnêtement, il y a rien qui me fait plus plaisir que quand sur Facebook, il y a souvent des gens qui m'envoient des messages, en plus des gens que je connais, des fois, c'est ceux qui me touchent le plus, qui me disent: écoute, je suis devenue, végétarienne grâce à toi. Je suis devenue végane grâce à toi» et ces gens-là, j'ai jamais parlé de ça avec eux, jamais. Mais simplement, ils ont vu comment je me comportais, ils ont vu que ce que je transmettais comme information de temps en temps. J'essaye d'éviter justement les photogores, mais j'essaie de montrer l'aspect qui est positif, qui est sympa, l'aspect vivant, l'aspect je suis joyeuse de faire enfin quelque chose qui a du sens. J'ai enfin mis du sens dans ma consommation parce que vous allez, dans les rayons de supermarché, vous avez tellement de choix et ces choix, ils sont pas faits pour notre santé, ils sont faits pour notre,
pour nous retourner la tête, nous retourner l'esprit, pour qu'on consomme, parce qu'ils vont être axés sur notre plaisir vraiment gustatif, ils vont être raffinés, ils vont être boostés pour notre plaisir visuel, tout ce que vous voulez. Donc finalement, on est là-dedans, on est perdu, on sait plus on sait plus ce qu'on doit manger et puis on a envie de se faire plaisir et en même temps, on n'a pas envie de trop atteindre à sa santé. Donc on est paumé. Et moi, le jour où je suis devenue végane, j'ai eu l'impression d'être libérée. D'être libérée parce que je fais OK, là, ce que je vais acheter au magasin, ça a du sens. Je vais choisir, je vais choisir. Et à partir de là, en plus, j'ai commencé donc grâce à ça, à m'intéresser à l'écologie et à commencer à acheter écolo, à acheter bio. J'utilisais déjà du bio, mais à vraiment, vraiment voir les choses différemment. Donc voilà, c'est vraiment, des fois, je comprends pas pourquoi les gens ils disent oui, mais en fait, tu deviens végane, tu t'enfermes dans un truc. Ben non, tu te libères. Au contraire, tu te libères d'une société de consommation et d'une industrie monumentale qui est pas là pour ton bien, qui est pas là pour le bien de la planète, ni rien du tout. Non, tu te libères et tu es heureux. Tu fais un truc qui a du sens, quoi. Donc voilà, je m'emballe. Donc maintenant qu'on a les informations et qu'on s'est informé, parce que chacun, ce que je disais, chacun doit aller s'informer par lui-même, c'est vraiment là que vous allez effectuer votre choix, puis votre limite. Voilà, est-ce que je ne mange pas de viande un jour par semaine? Est-ce que j'en mange pas, j'en mange une fois par an? Enfin, c'est vous, c'est ce que vous avez dans votre cœur qui doit évoluer. C'est quelque chose que vous allez trouver en vous-même et par vous-même. Mais une fois que vous serez vraiment informé, vous allez pouvoir faire un choix qui est libre. Et ça, c'est important d'être libre et de se sentir libre. Donc voilà, c'est vous qui allez choisir ce que vous allez manger, faire ou vivre demain. Et il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de jugement sur ce que vous êtes. Vraiment, surtout, j'insiste là-dessus, vous ne faites rien de mal, vous ne faites absolument rien de mal. Il y a simplement des choix qui, selon moi, vont nous rapprocher un peu plus de cet idéal de paix qu'on a tous. Et il y a d'autres choix qui vont nous en rapprocher plus lentement. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc là, tout ça permettant à la paix de grandir plus ou moins vite. Donc voilà, c'est juste ça. Il y a pas de jugement derrière. C'est simplement qu'il faut reprendre son pouvoir. Faut se rendre compte à quel point on a entre nos mains un pouvoir qui est immense. On est vraiment des héros. On a un pouvoir qui est extraordinaire. On peut faire écrouler des systèmes, on peut faire des choses vraiment, vraiment magnifiques. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté. Quelle heure il est? Ouh, je dépasse mon temps. Alors, je vais prendre des questions tout de suite, hein. Alors, je sélectionne direct. Vous avez mis des petits plus sur les questions. Donc, hop, je prends la première qui est en haut. Une question de Dany Renaissance. Salut Marion, il faut que tu nous parles de la vitamine B12. Entre les sites qui nous disent qu'il est obligatoire de se supplémenter si l'on supprime tous les produits animaux et ceux qui nous disent que le corps est capable de la produire, qui croire? Tu as bien fait, super. Je ne l'avais pas noté dans ma petite, dans mon truc, mais il fallait, ouais, effectivement, faut parler de la B12. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai compris de la B12. J'ai peut-être pas tous les éléments. Peut-être que actuellement dans le monde, on n'a pas tous les éléments, mais je vous dis ce que j'ai compris. Alors, la B12, c'est une vitamine qui est produite de deux façons. Elle est produite premièrement par les bactéries du sol. Donc, dans un sol qui est riche, qui est bio, et elle se met sur les aliments en contact direct avec ces aliments. Donc, des aliments qui n'ont pas été aspergés, brossés, les trucs qu'on trouve dans le commerce qui sont tellement brillants que tu ne sais pas trop pourquoi. Donc, des aliments, et en plus, il y en aura à l'intérieur si ça vient d'un sol riche. Mais il y en aura une quantité qui est très infime. La deuxième façon d'en obtenir, c'est à l'intérieur de notre propre corps. Il faut savoir que tous les corps animaux, et c'est pour ça qu'on consomme des animaux, c'est soi-disant pour obtenir cette B12. Pourquoi? Parce que pourtant, les vaches ne consomment pas d'autres animaux, mais elles forment de la B12. Donc, c'est parce que on en produit à l'intérieur de nous. Vous en avez à l'intérieur de la bouche, vous en avez dans toutes les parties du corps, dans l'œsophage, dans l'estomac, etc. Et c'est pareil, c'est une très petite quantité. La B12, c'est une vitamine dont on a très très peu besoin, mais qui est essentielle à l'équilibre du corps. En fait, on en a très très peu besoin et tellement peu besoin qu'en fait, le corps, il fait des stocks de cette vitamine et il fait des stocks pour 3 ans. Minimum 3 ans, vous avez dans votre corps 3 ans de stock de cette vitamine. Donc, c'est vous dire si vraiment on en a peu besoin, c'est que le corps, il la stocke comme ça au cas où, comme il n'y en a pas dans l'environnement, il a son truc. Mais le problème,
Ça vient de mes études d'infirmière. Donc vraiment, vraiment, je pense que c'est vrai. Quand on a des problèmes digestifs, les premières vitamines à être mal assimilées, ce sont le fer, la B12. Donc, en sachant que à peu près personne sur cette terre, excepté les 0,001% qui sont frugivores, crudivores depuis des années, qui ont bien équilibré leur truc, aucun de nous n'avons une alimentation qui est parfaitement physiologique. Ça entraîne des conséquences au niveau digestif. Nos intestins n'assimilent pas les choses aussi bien qu'on devrait. D'où l'importance d'ailleurs de se faire un max de jus et de se faire un max de choses vitaminées parce que ça va booster notre capacité de métaboliser toutes ces vitamines. Et donc, la B12, c'est une de celles qui part en premier. C'est pour ça, je pense, qu'elle est devenue aussi à la mode. C'est que avec le fer, c'est des choses qui partent en premier. Donc, voilà, après, ça va dépendre. Attendez. Oui, c'est ça. On m'avait posé la question aussi des suppléments en vitamines sur Facebook. Je vais la traiter en même temps. Donc, se supplémenter ou pas se supplémenter, moi, selon moi, il vaut mieux se supplémenter. Non pas parce qu'on n'est pas capable de la trouver dans la nature, mais tout simplement parce que nos corps ont beaucoup de difficultés à la métaboliser dans notre monde actuel, avec nos modes de vie actuels. Donc voilà, ça peut avoir une importance. Personnellement, je vais la prendre sous forme de cure. Genre pendant quelques mois, je vais en prendre. Après, je vais l'oublier. Et voilà. Et j'ai vu, en tout cas, quand j'étais malade ces 2 dernières années, j'avais des gros problèmes digestifs, j'ai vu mon taux chuter. Et je l'ai vu aussi remonter très très rapidement en prenant de la B12. Donc voilà. Et de toute façon, l'argument de il faut manger de la viande pour obtenir sa B12 et il n'y a pas d'autre solution, c'est un petit peu fallacieux parce que même les animaux, les vaches, la plupart des vaches de grosse industrie, elles sont nourries, elles sont dans des grosses étables où elles ne mangent pas tellement d'herbe, je veux dire, elles ne mangent pas des choses qui sont physiologiques pour elles, elles mangent du maïs, des céréales, c'est pas trop physiologique pour une vache, du soja. Et donc elles-mêmes, leur système de vitamines est assez bas et ça fait qu'elles sont supplémentées en B12. Voilà, la boucle est bouclée. Donc vous mangez vos vitamines. Si vous mangez de la viande pour avoir de la B12, vous mangez en fait des vitamines interposées. Voilà. C'est c'est fou hein, ce qu'on fait. Moi, ça me fait halluciner quand même. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Ah oui, pour rebondir sur les vitamines, on me disait: «Est-ce que tu donnes des vitamines à tes enfants?» Et ben ouais, je leur en donne. Et s'ils n'étaient pas véganes, je leur en donnerais aussi parce que c'est pas fonction du fait qu'ils soient véganes ou pas que je leur en donne. Je leur en donne, par exemple, l'hiver, je leur donne une multivitamine parce que, les enfants, ça mange pas toujours aussi sainement qu'on voudrait. Et en plus, il y a de la vitamine D dedans. La vitamine D, elle est métabolisée par le soleil ça, on n'en a pas. Donc, sous nos latitudes, déjà, l'OMS dit qu'on devrait tous prendre de la B12. Il n'y a qu'en Afrique qu'on n'en a pas besoin. De la B12, pardon, de la vitamine D. Je m'embrouille. Donc, voilà. Donc, de temps en temps, oui, je supplémente mes enfants ou moi-même si j'en ressens le besoin. Voilà. Faut pas se fixer, faut pas être trop borné dans les trucs. Hein. Faut vraiment faire en fonction de. Faut pas rentrer dans l'idéologie. Il faut vraiment regarder qu'est-ce qui se passe pour de vrai et qu'est-ce que je dois faire pour ma santé. Parce que voilà, je sais que dans les milieux crus, on va dire non, faut pas se supplémenter. Jamais, jamais. Ça fausse tout dans le corps. Et ok, d'accord, je suis d'accord, mais dans l'absolu, ok. Mais si vous n'en êtes pas là, si vous êtes en transition, si vous êtes sur le chemin et que, ou alors que vous n'avez pas envie d'être 100% crudivore, que vous avez un autre mode d'alimentation, vous êtes en société, il y a un côté addict et tout ça, c'est très dur de s'en défaire, de s'en libérer. Donc voilà, il faut jongler avec ce qu'on a créé pour nous aussi actuellement et faire aller la société dans un sens, c'est déjà énorme. Donc voilà, ne vous mettez pas une pression supplémentaire, ne vous culpabilisez pas de ne pas être parfait, parce que pour moi, vous êtes déjà parfait. Merci Dany Renaissance. Alors ensuite, je sélectionne une question de Florent Chauvin. Salut Marion, alors que penses-tu de l'alimentation qu'on peut donner à nos animaux, chats et chiens? Comment ferais-tu toi? Franchement, moi j'achèterais des croquettes véganes. Et j'ai pas honte de le dire, parce que j'ai pas envie de participer à cette industrie de fou. Les chats, pour avoir eu des chats, les chats, ils savent se nourrir eux-mêmes dans la nature. Donc voilà, eux, ils sont carnivores, ils ont pas ils mettent pas le même sens que nous sur les choses qu'on fait.
et donc voilà, ils vivent leur vie, ils vont bon, se tuer leurs souris, leurs oiseaux, je sais pas quoi, mais moi, quand ils sont chez moi, ce que je leur donne en plus de leur alimentation qu'ils trouvent à côté, je préfère que ce soit quelque chose qui ne soit pas dans cette industrie-là. Voilà. Après, il y a plein de solutions, tu sais, chaque végane a sa solution. Moi là, actuellement, j'ai ni chat ni chien, donc peut-être que, un jour, je reviendrai sur ce que j'ai dit, tu vois? Faut rester souple. Je sais qu'il y en a qui justement, ils sont végétaliens, mais ils vont acheter, une pièce de viande rien que pour leur chien ou leur chat ou, voilà, chacun doit trouver sa solution, la solution qui leur parle et qui correspond à ce qu'ils peuvent mettre dans leur vie et ce qui leur semble logique. Voilà. Merci Florent Chauvin. Alors, ah bah, je reprends une question de toi encore, Florent Chauvin. Merci. Une autre question, comment cela se passe avec tes enfants? Ils sont totalement véganes depuis le début. Comment vous gérez les invitations et surtout le regard des autres? C'est une grande question que je me pose n'ayant pas encore d'enfants. Merci. Eh ben oui, effectivement. Alors mes enfants sont véganes depuis leur naissance. Heu, en fait, on est devenus véganes à la naissance de mon fils. Il devait avoir, peut-être 9 mois. Ouais, donc c'était il y a 5, 6 ans. On est devenus véganes à ce moment-là, donc lui, il était intégralement allaité, donc il est passé directement à un régime, végan et alors ça dépend vraiment de comment on vit le truc. Moi, en fait, simplement quand on est invité, bah, je le dis avant puis voilà. Alors au début, c'est vrai que, c'était pas facile, notamment avec ma famille. Enfin, avec, ma mère en particulier même parce que bon, c'est elle qui cuisine donc forcément, puis elle avait toutes les angoisses de: «Est-ce que c'est bon pour leur santé?» et tout. Donc simplement, faut rassurer les gens, faut rassurer, rassurer, rassurer et ça nous a pris, franchement sans vous mentir au moins 1 an avant qu'elle soit rassurée et qu'elle se fasse plus de soucis au niveau alimentaire. Mais on n'a pas lâché l'affaire, on n'a pas fui, les réunions de famille ni rien du tout. Non, on venait, moi je venais avec, des aliments, avec, j'avais plein vous savez sur internet, vous avez plein, plein, plein de sites avec des aliments qui sont, qui ressemblent énormément aux aliments classiques, mais qui sont, véganes et je pense que c'est extrêmement important d'en passer par là. Déjà peut-être vous-même quand si vous êtes en transition, parce que ça fait beaucoup de bien de se sentir comme tout le monde, mais d'avoir son choix à soi et là notamment pour les enfants, donc pour les gens en transition, pour faire découvrir le véganisme, c'est super parce que les gens quelqu'un qui ne peut pas se passer de sa viande ou de son fromage, vous lui montrez que la version végétale du fromage ou de la viande, elle est super bonne, elle est vraiment aussi satisfaisante que le truc d'origine. Alors là, vraiment, vous avez fait un pas vers la personne. Donc, OK, c'est moins des aliments santé que de parler de fruits, de jus, de légumes, mais je pense que c'est une transition qui est vachement, vachement importante et je pense que la société passera par cette transition-là. Je vois pas comment on peut faire autrement. Et donc les enfants, on m'avait aussi posé, la question sur Facebook, donc j'y réponds en même temps. Comment je gère avec les enfants? Et ben, justement, si jamais je vais, bon moi maintenant c'est assez acquis, c'est assez acquis, mais par exemple, je vais apporter, un barbecue où il y aura des merguez, je vais prendre des saucisses de tofu. Si on se fait des hamburgers, on se fait une soirée hamburger, bah, je vais apporter des hamburgers, vous avez Sojasun qui fait des hamburgers de soja qui sont super bons. Hop, je mets des hamburgers, ça ressemble à un hamburger classique, sauf que c'est un truc végan. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le fromage, ouais, mes parents, ils mangent très peu de viande devant nous, surtout pour les enfants justement, pour pas trop les choquer. Mais, ils mangent beaucoup de fromage, donc à une époque maintenant ça les intéresse plus du tout, mais à une époque, j'achetais justement mon fromage, végétal et mon fils était super fier de faire comme son papy, de couper son petit morceau de fromage à la fin du repas et tout. Donc voilà, non, il y a en tout cas, du côté de mes enfants, il y a jamais eu de frustration parce que de toute façon, si jamais ils voyaient quelque chose qui leur plaisait vraiment, une recette ou un truc qu'ils croisaient dans une boutique, je leur dis: «OK, tu veux ça? Bah, on va se la faire en version végétale». Donc voilà et ça permet de mettre aussi des trucs sympas, dans sa vie. Je vais essayer de vous partager justement, je voulais vous montrer des images. J'ai une super copine qui s'appelle Laura Vegan Power et qui a un site qui s'appelle végezone.net et je tenais à vous le montrer parce que, elle fait des créations qui sont magnifiques. Donc je vais vous partager l'écran, on va voir si ça marche cette fois. Toudoudou, toudoudou. Alors attendez, je me mets dessus. Ah! Voilà, parce que, le côté séducteur, le côté, beauté de la chose, c'est, vraiment important pour séduire, que ce soit pour séduire, les enfants ou pour séduire,
Qui que ce soit d'ailleurs. Alors, OK, donc si vous voyez pas, vous me dites. Donc là, par exemple, vous avez un super, un sandwich, en plus, ça fait des superbes photos, donc c'est très intéressant. Là, vous avez un burger. Elle, elle fait tout, homemade et puis tout est bio. Ici, vous avez une mousse au chocolat, un tiramisu, des pains au chocolat, ça déchire quand même, des cookies, des cupcakes. Alors oui, bon, il y a du Oreo, c'est pas top top, mais c'est pour vous montrer, si vous avez besoin d'une transition de ce genre-là, bah, regardez comme c'est sexy, regardez comme c'est cool. Ça, c'est une galette des rois, une petite tarte au citron, un opéra. Je fais un peu vite, hein, mais c'est pour pas je sais pas si vous voyez en plus alors. Ça, c'est des gâteaux qu'elle réalise, des tartelettes. Alors regardez-moi ce fraisier qui tue. Et voilà, donc là, vous avez par exemple ce site Vegusto, c'est un site où vous trouvez beaucoup de fromage végétal et où il est vraiment bon. Il n'a pas le goût de pâte à modeler pour ceux qui se seraient risqués à certaines marques qui sont assez infâmes. Alors celle-là, c'est vraiment Vegusto, c'est la best des bests. Et sur le site de unmondevegan.com, vous avez beaucoup de simili carnés. Et donc c'est là que les simili carnés, là par exemple, vous avez du jambon végétal, du jambon fumé. Euh, c'est là que toutes ces choses-là peuvent être très importantes pour la transition ou pour séduire les personnes qui ne sont pas véganes ou pour permettre aux enfants de se sentir totalement comme tout le monde. Voilà. Donc il faut simplement le dire, hein, et il n'y a pas de honte à être végane. Les gens, si vous arrivez avec un truc qui a l'air super bon, avec un gâteau comme je viens de vous le montrer, et que vous dites, que vous dites aux gens, ouais, je suis végane, mais voilà, je t'ai apporté du plat, là, c'est bon, les gens, en général, ils tombent par terre, ils font, waouh, ah ben moi aussi, je vais être végane. Enfin, pour l'instant, moi, j'ai eu que des retours de ce genre. Voilà, et je pense que si vous prenez vraiment la chose avec joie et que vous montrez: «Ouais, ouais, t'inquiète pas, moi je mange pas ça, mais je vais te faire découvrir un truc, mais tu vas voir, c'est trop beau, c'est trop bon et en plus, c'est écolo, tout ça» et ben, ouais, les gens sont plus réceptifs. Parce que si vous y alliez en faisant la gueule, en disant: «Ouais, moi je mange mieux que les autres, bah, bah, là, c'est clair que là, c'est là que c'est délicat, ça fait un petit peu de tension, quoi. Faut vraiment mettre de la joie, dans ce qu'on fait, puis, ça passe beaucoup mieux. Ouais, voilà. Merci Florent Chauvin. Alors, Cathy Basse qui me dit: «Je te soutiens à 100%. Merci». Alors, bah, je reprends une question de Dany Renaissance. N'y aurait-il pas une exception à faire pour le miel et considérer qu'en consommer contribue à soutenir l'apiculture et la protection des abeilles? Bah, tu vois, je vous l'avoue, j'ai mangé du miel pendant longtemps parce que j'avais exactement la même réflexion que toi, surtout que mon meilleur pote, ses parents sont apiculteurs, je les ai longtemps vus faire, la façon dont ils font, super respectueuse et cetera et donc voilà, donc je pense que c'est à chacun de trouver sa vérité. Mais moi, à présent, ma vérité, c'est quand même que, on peut très bien mettre une ruche au fond de son jardin ou installer, avoir un jardin à moitié en permaculture avec beaucoup de fleurs qui incitent à la vie des abeilles et donc sans pesticides ni rien du tout et on n'est pas forcément obligé de consommer du miel, pour ça. Voilà et voilà parce que c'est quand même, il y a quand même tout un côté, on leur prend une partie de on leur pique une partie de leur production, on les enfume, on leur donne souvent du sucre blanc, alors que bon, si elles se nourrissent de miel, qui est quand même un aliment hyper top pour la santé, c'est hyper vitalisant le miel, bah pour elles, c'est super top aussi. Donc on leur donne du sucre blanc, là, ouais, c'est un peu pourri. Donc voilà. Donc là, c'est à chacun de trouver sa vérité là-dedans et d'avancer de toute façon à son rythme et à sa façon. Et en tout cas, pour moi, c'est pas parce que tu es végétalien et que tu consommes du miel que tu fais pas quelque chose d'extraordinairement bien. Voilà. Donc, donc voilà. Fais comme ton cœur te le dit. Et ton cœur évoluera peut-être, tu vois. Le mien a évolué dans ce sens-là. Et puis, bon, bah voilà. Merci, Dani. Ah, Cathy Bass qui dit c'est Paul McCartney qui a dit que si les abattoirs étaient vitrés, personne ne mangerait de la viande. Ah, je savais bien que quelqu'un d'important l'avait dit. Merci, Cathy. Alors, je prends
heu, une question de régénération. Eh, salut Marina! Alors, bien qu'étant végétaliens frugivores, nous n'aimons pas nous revendiquer véganes à cause du mouvement qui nous semble agressif et peu respectueux, malgré tout, du libre arbitre. Qu'en penses-tu? Bah ouais, tu as raison, oh là là. Même moi, qui suis végane, j'en viens à me faire lyncher sur certains groupes Facebook véganes. Non, mais c'est vous dire quoi, ça, il y a des gens qui sont ouf. Mais parce que je pense que ils sont pas encore sortis de cette colère, tu vois. Au départ, quand on devient végane, et nous on l'a vécu avec mon mari, hein, vraiment au début on était en colère, on avait envie que tout le monde devienne végane avec nous et on comprenait pas pourquoi tous nos potes, ils ils sont pas devenus véganes en même temps que nous. On était tellement enthousiastes, on a fait des milliers on écrivait des mails en commun, on était peut-être 10 dessus et on se répondait, et cetera. Et puis on avait des super arguments, puis on comprenait pas, on était là: «Mais pourquoi ils deviennent pas véganes? C'est tellement logique, ça a tellement de sens, c'est tellement bon pour le monde». Et donc ça nous mettait un petit peu en colère. Enfin, on se ouais, bon, nous, on est soft, donc puis c'était des amis, mais je pense qu'il y a des gens que ça prend tellement aux tripes de voir tous ces animaux se faire massacrer, et je les comprends, et bah, qu'ils ont du mal à sortir de cette colère. Honnêtement, tout à l'heure, je vous parlais d'une paralysie de ses émotions. Ben moi, pour survivre là-dedans, je suis obligée de paralyser petite partie de mes émotions pour ne pas, justement en vouloir à tous les gens qui mangent de la viande. Parce que je pense que c'est totalement contre-productif, parce que si tu fais passer le message, totalement inverse de ce que tu voulais faire passer, et donc voilà, donc ça marche pas. Alors que si tu y vas avec, positiviste, tu fais: «Ouais, toi tu manges de la viande, ouais, t'inquiète pas, c'est pas grave. Moi je mange juste mon steak de soja et puis voilà, on discute, on rigole», là ça passe super bien, et comme je vous l'ai dit, j'ai plein de gens qui débarquent et qui me font: «Ouais, tu sais quoi? Je suis devenue, végane grâce à toi», et alors là, waouh! Parce qu'on montre pas quelque chose d'agressif, parce qu'on saoule pas les gens, parce qu'on leur montre en fait, les gens quand ils sont face à vous, ils voient un miroir de ce qu'ils sont. Si vous leur renvoyez, une image qui est pourrie en leur disant qu'ils font de la merde et que vraiment ce sont des assassins et tout ce que vous voulez, bah, ils ont pas envie de devenir, comme vous, ils ont pas envie de vous écouter, on les braque, quoi. Alors que si simplement vous êtes hyper bien dans votre tête, que vous les acceptez comme ils sont, c'est là ils vont ouvrir quelque chose dans leur cœur qui va résonner avec vous et qu'ils vont écouter ce que vous dites. Et pas forcément dans le message quand vous allez essayer de les convaincre, mais en tout cas dans ce que vous dégagez. C'est l'amour qui rend tout possible. C'est ce que je dis depuis le début. Si vous allez dans l'amour et dans la joie envers les gens, c'est là que vous allez avoir un impact de fou. Donc voilà, donc ouais, non, non, je suis pas pour, le côté, agressif. Mais moi, j'aime beaucoup ce mot «végan» parce que pour moi, c'est un mot de paix profonde. C'est un mot que j'adore, je trouve magnifique, et je déplore que les gens, qu'il y ait, un mouvement agressif qui ait pu, fausser cette idée du végan. C'est hyper, dommage, et moi, je revendique ce mot. Pourquoi? Parce que je suis végane, je suis positive, et j'espère que je vais, donner une image positive de ce mot-là. Voilà, donc je veux continuer à l'utiliser, si ça peut, aider le mouvement. Voilà, mais il faut pas en vouloir à ceux qui sont agressifs. Franchement, je pense que c'est une étape, et peut-être même une étape obligée, quand on ouvre les yeux brusquement, des fois on peut être très choqué, quoi. Merci Régénération. Plein de bisous. Je prends un message de, Jérôme Maire. «Félicitations pour la façon dont tu élèves tes enfants». Ah, bah, merci. J'essaye de faire comme je peux, mais tu vois, je me mets pas de barrière. J'essaye si jamais eux, un enfant, faut vraiment se dire que, c'est hyper, ils ont tout leur côté, ils ont pas encore la possibilité de trier entre leur plaisir et la théorie, et enfin les idéaux et le plaisir. Donc il faut vraiment jouer avec ça, jouer avec le plaisir, lui montrer que ce qu'ils font, c'est trop bien, et leur montrer que ce qu'ils mangent, c'est trop bien aussi, et que c'est comme les autres, et que ça donne envie, et que c'est sexy, c'est séduisant, tu vois? Donc faut jouer là-dessus, et faut les laisser libres de leur choix aussi. Moi, c'est moi qui choisis pour eux, le fait d'être végane, parce qu'ils ont pas encore cette capacité de choisir, mais quand ils seront grands, pour moi, ils font ce qu'ils voudront, et vraiment, je leur en voudrais pas de manger autrement ou de faire leurs expériences pendant quelques années, ou voilà, c'est vraiment c'est leur vie à eux.
Merci Jérôme. Alors, je prends un message de Joanne Douville. Allô Marion, je me demandais quand je fais mon jus frais avec mon extracteur à jus, je me sens pas à l'aise avec le fait de jeter ces grandes quantités de pulpe. Dans mon cas, j'adore le jus de carotte. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Merci. Bah, tu n'es pas obligé de le jeter. Alors, tu peux l'utiliser. Alors, si c'est de la carotte, tu peux d'autant plus l'utiliser, te faire, voilà, l'utiliser style comme carotte râpée. Mais, alors je sais pas si tu vis dans un appart, si tu as un balcon ou si tu as un jardin, mais compost! T'imagines, c'est un des modes de vie qui est nourricier de la terre sous toutes ses formes. Même ce que tu jettes, en fait, tu le jettes pas, tu vas nourrir la terre, quoi. C'est juste extraordinaire. Tu vas nourrir la faune de la terre, tu vas permettre à d'une nouvelle vie hyper riche de venir. Ah non, crois pas qu'en jetant, tu fais quelque chose de mal. Et si t'as juste une terrasse ou juste un balcon. Moi, j'ai ma copine Noémie, elle faisait du lombricompost. Donc, elle avait demandé à la mairie de sa ville de lui donner un lombricompost. Donc, elle l'avait eu gratuitement. Et ça, dans toutes les mairies de toutes les villes, normalement, tu peux demander ça. Et donc, on lui avait donné, c'est sur 3 étages. Et puis voilà, elle mettait ses déchets, elle faisait tourner les étages. Il y avait des petits verres à l'intérieur, des verres de terre spéciaux qui transformaient tout ce qu'elle mettait dedans en compost. Elle faisait tourner les trois. Et voilà, ça lui faisait de la terre. Donc, voilà, pour les pots de fleurs. Ou alors, tu vas mettre ça. Ouais, j'ai une autre copine. Ce qu'elle fait, c'est que tout ce qu'elle a comme pulpe ou comme déchet, par exemple, le céleri, quand tu le passes, après, bon, il y a de la quantité, mais tu peux pas vraiment le manger. Donc, elle va en forêt. Elle a un parc avec une forêt devant. Elle creuse dans la terre, elle met tous ses déchets dedans, elle rebouche. Voilà. Et voilà. Donc voilà, si ça peut te donner des idées, Joanne Douville. En tout cas, merci pour ta question. Hop. Alors, bon, je vois que l'heure tourne, mais je vais essayer de prendre une ou deux questions encore. Alors, je prends une, une question de William Blanc. Que faire pour faire agir les gens? Que faire pour les inciter réellement à arrêter le massacre? On parle à chaque fois de dire chacun fait ce qu'il veut, mais quelle est cette absurdité? Il continue à soutenir la mort. Ben oui, c'est là, t'es tout dans le dilemme du truc. Et c'est hyper difficile de ne pas avoir envie de hurler en disant mais arrêtez, c'est pas possible, c'est horrible, c'est terrible. Je peux te donner, j'ai un peu répondu à ça tout à l'heure, je peux te dire la seule façon pour moi qui soit positive et qui vaille la peine et qui vraiment a une influence, bah malheureusement, c'est pas de gueuler et de crier sur les gens, c'est simplement de montrer quelque chose qui est positif. Et c'est pour ça que je revendique le mot vegan et que je dis, voilà, j'ai mes t-shirts, je marque, ouais, je suis vegan, je suis hyper fière d'être vegan et je le dis haut et fort et je le dis régulièrement pour que les gens ils fassent le lien entre une personne qui est positive et qui est joyeuse et entre le fait d'être vegan. Et c'est là qu'ils se disent ah ça a l'air cool d'être vegan. Et franchement il y en a qui marchent juste à ça. Ils se disent ah c'est chouette, j'ai bien envie d'être comme cette personne parce qu'elle m'inspire, elle a l'air joyeuse. J'aimerais bien moi aussi inspirer ça aux gens. Et c'est là qu'ils vont se tourner vers ce genre de mode de vie parce qu'ils vont voir qu'on fait du bien. Moi, en étant sur Facebook, à force de militer comme ça, de prendre la parole, tu vois, d'oser prendre la parole et d'oser dire ce que je pense et ce qu'il y a dans mon cœur, il y a de plus en plus de gens qui me suivent et de plus en plus de gens qui voient comment je vis. J'essaye d'être vraiment honnête sur la façon dont je fonctionne et dont je vis. Et c'est en voyant simplement la façon dont tu vas faire, en prenant la parole, en rayonnant de toi, de tes idéaux, que là, tu vas donner vraiment envie aux gens de te suivre et de faire comme toi. Tu vas vraiment les influencer à devenir comme toi. Donc, donc voilà, même si ça passe par le fait quelque part, de fermer sa gueule, et que parfois, ça peut être terrible de le faire, je pense que c'est primordial. Que si vraiment on veut changer les choses, il faut aller dans ce sens-là. Voilà, mais c'est juste ma perception à moi. Il y a d'autres vérités. Je sais qu'il y a aussi des gens qui deviennent véganes parce qu'ils ont vu des images hyper choquantes d'animaux maltraités. Enfin, les deux ne sont pas incompatibles en même temps. Donc voilà. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, c'est sûr que d'un certain côté, chacun fait ce qu'il veut. Mais à nous de faire en sorte qu'il veuille autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Faut être subtil. Voilà. Ben,
Je parle de moi, tu vois? Je te donne mon témoignage à moi parce que c'est ce que je vis, mais je vois plein d'autres gens qui fonctionnent de la même façon et qui ont eu cet impact-là sur moi eux aussi à la base. Tout à l'heure, je vous montrais les photos de Laura. Laura, elle a eu un impact incroyable sur le monde végan. Et sur moi, elle m'a fait un effet incroyable. Ces photos si belles, si, si chouettes. Tu vois, là, tu te dis, ouais, c'est stylé de manger vegan. C'est ça qu'il faut que les gens arrivent à penser. Donc voilà. Merci, William. Alors, je vais peut-être prendre une dernière question, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Ah, vous êtes chouette. Ah, Franck Dessens qui fait salut Miss Marion. Eh, salut Mister Franck. C'est un copain. Tu vas bien? Tu vois que t'es vegan. Je t'avais bien dit. Alors. Ah. Et Yveline E qui dit coucou Marion, je viens de recevoir aujourd'hui même ma première commande sur une boutique vegan. J'ai pris des substituts d'œufs pour les tester et des croquettes végétariennes pour mes chats. Vont-ils aimer? Et verdict, quand l'autre paquet sera vide. J'espère qu'ils vont aimer. Sinon, lâche pas l'affaire, teste une autre marque. Merci Yveline. Hop. Hop, je prends une question de Marge Folle. Ce sera peut-être la dernière. Doit-on alors refuser les billets de banque quand on est vegan? Lol, c'est dingue, ça. De la colle à poisson, dégoûté. Ouais, j'ai bien fait de prendre ta question. Parce que on touche au concret. C'est-à-dire que être vegan, c'est un idéal. C'est un idéal magnifique. Et je revendique que je suis vegan. Mais parfois, les idéaux, comme tout idéaux, ils ont un côté inaccessible, inatteignable. C'est-à-dire qu'il y aura toujours quelque chose qui va venir vous piéger, quelque chose que vous n'aurez pas fait, quelque chose auquel vous n'aurez pas pensé. Je pense qu'il faut lâcher prise sur certains détails pour être constructif et pour avancer. Moi, je vais pas faire, honnêtement, je fais pas gaffe aux billets de banque. Et si vous le faites, c'est encore mieux, je dis pas le contraire. Mais il faut trouver sa limite à soi vers cet idéal-là. Il faut essayer d'aller vers cet idéal et de faire de son mieux vers ça. Mais il ne faut pas faut pas se culpabiliser si on n'arrive pas à le faire dans son entièreté au maximum. Le but, faut pas oublier le but qu'il y aura derrière vos gestes et vos choix de consommation. Le but, c'est que la société dans son ensemble change et évolue. Et voilà, si vous arrêtez déjà des choses énormes comme la viande ou le produit laitier ou des choses comme ça, vous faites quelque chose d'extrêmement important et il y a d'autres choses qui vont être beaucoup plus des détails. Donc voilà, donc vraiment se cibler sur ce qui est le plus important et en sachant que la chose la plus importante, c'est pas le petit truc qu'on n'aura pas vu, c'est vraiment la joie qu'on va ressentir et tout ce qu'on va transmettre aux gens. Vraiment, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est ce que vous allez transmettre. Et voilà, donc oui, oui, bah non, mais moi aussi, ça me fait chier qu'il y ait de la colle à poisson dans les billets de banque. Mais j'essaye d'aller parfois au-delà de certaines choses. Je crois que dans certains stylos, c'est pareil, il y a de l'encre qui n'est pas végétale. Enfin, voilà, on devient fou, tu vois. Si on regarde tout, eh ben, on devient fou. Et alors, on devient aussi un peu misanthrope parce que c'est vraiment c'est infernal et c'est horrible. Donc voilà. Donc merci, j'espère avoir pu répondre à ton message. Donc, ah bah tiens, il y a William Blanc, tu dis le groupe Vive la B12 sur Facebook vous dirait le contraire, il est essentiel de se supplémenter. Quoi penser? Bah, c'est ce que j'ai dit, bien sûr, il faut se supplémenter. Rembobine et va voir. Il faut se supplémenter. Il n'y a personne qui a un corps parfait qui est pas capable de métaboliser la B12. C'est très très rare. Donc oui, oui, il faut se supplémenter. Mais on n'en a pas besoin de quantité qui soit exceptionnelle. Donc peut-être surveille tes taux de B12. Comme ça, tu verras où est-ce que tu en es et où est-ce que tu peux, quelles sont les limites, de quelle façon tu la perds. Est-ce que tu la perds facilement? Est-ce que tu l'absorbes facilement, etc. Donc voilà.
Donc supplémentez-vous, mais sachez que, la B12 c'est un faux problème parce que c'est un problème de notre époque, c'est un problème qui est dû au fait qu'on ne mange pas de façon physiologique. Là, vous avez des grands exemples comme, par exemple, vous avez, Full Hero, Christina, sur, sur, YouTube, qui est une grande, promouveuse du mouvement cru et frugivore et depuis je sais pas combien d'années, 10 ans peut-être et qui fait tous les 6 mois des tests et qui les montre et elle a jamais eu de carence en quoi que ce soit. Parce que c'est des gens qui sont allés vraiment, très loin dans ces modes de vie et dans sans doute dans la régénération de leur corps. Voilà. Merci William. Bon et ben, je pense que je vais arrêter là. J'espère que ça vous a intéressé et que j'ai répondu à toutes les questions. Ah, attendez, je jette un petit coup d'œil, on m'avait posé d'autres questions sur Facebook. Ta 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 ta. Ouais, bah, je pense que j'ai répondu à tout. OK. Super, cool. Et ben, merci, pour votre écoute, merci d'avoir été là ce soir et je me suis bien amusée. J'espère que j'ai été cohérente parce qu'en fait, il y avait tellement de données qu'au début, j'ai eu l'impression de bafouiller un peu pour mettre tout en ordre dans mon esprit malgré ma prise de notes et voilà donc je suis contente en tout cas d'être là avec vous et d'avoir échangé comme ça. J'adore le système de questions-réponses, c'est vraiment génial. Voilà et ouais et je vous remercie encore une fois et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la fois prochaine. Ciao et merci encore, merci d'avoir été là, merci.